Dans les collines paisibles d'Oluma, là où les palmiers murmuraient des secrets au vent et où les sentiers de terre rouge menaient à des maisons pleines de rire et de lutte, vivait un garçon nommé Tari. Ce n'était pas le genre de garçon qu'on remarquait. En vérité, la plupart des gens oubliaient qu'il était dans la pièce jusqu'à ce qu'il parle. Et même alors, ses mots sortaient avec hésitation, comme s'il devait d'abord les peser dans son cœur. Tari avait autrefois été la fierté de son père, Baba Tekena, un homme jovial, aux bras solides, aux yeux brillants, et à la voix capable de faire taire les anciens juste pour l'écouter. Mon fils Tari, un jour, il illuminera cette ville, disait Baba en tapotant affectueusement le dos du garçon. Il est peut-être silencieux, mais en lui, il y a du tonnerre. Mais ce tonnerre avait été réduit au silence depuis longtemps. Quand la mort frappa à la porte de leur petite maison, elle emporta Baba Tekena en une seule semaine, ne laissant derrière elle que l'odeur d'herbe séchée et l'écho d'un rire inachevé. Tari n'avait que 10 ans quand il vit le plus fort des hommes qu'il connaissait devenir un corps immobile, enveloppé de blanc. Depuis ce jour, le garçon aux grands yeux était devenu le garçon aux yeux silencieux. Il avait arrêté de jouer avec les autres enfants, préférant s'asseoir près de la fenêtre, ses livres d'école ouverts mais intacts. Sa mère, Mama Tari, frappait doucement à sa porte chaque matin avec une assiette de porridge d'igname en disant « Mange quelque chose, mon fils. Tu n'es pas seul dans ta douleur. » Mais le silence était sa seule réponse. Tari trouva du réconfort dans la nourriture, sucrée, douce, rassasiante. Quand les mots lui échappaient, le goût parlait pour lui. Plus il mangeait, plus il devenait invisible aux yeux de ses camarades. Ils se moquaient de lui dans son dos, parfois même en face. « Regardez, c'est le bidon ambulant !» criait-il, éclatant de rire jusqu'à ce qu'il retourne se cacher chez lui, les joues rouges de honte. Mais Mama Tari ne renonça jamais. « Tari, ton père aurait voulu que tu sois fort. Tu n'es pas faible, » disait-elle un soir en s'asseyant à côté de lui, caressant doucement ses boucles. « Tu n'es pas seulement son fils, tu es le mien. Et mon fils est un guerrier, pas une ombre. » Il ne répondit pas. Mais au fond de lui, ses paroles résonnaient contre les murs qu'il avait bâtis. C'était durant l'armatan poussiéreux de cette année-là, quand l'air était sec et les lèvres fendillaient comme du cuir ancien, que Zina arriva à Oluma. Zina n'était comme personne que Tari avait jamais vue. Sa beauté ne se trouvait pas seulement dans la façon dont sa peau brillait comme du bronze poli par le soleil, ou dans l'éclat de ses yeux semblables à la rosée du matin. Non, c'était dans sa démarche assurée, comme si même le vent demandait sa permission avant de souffler. Elle venait d'emménager 2 maisons plus loin, avec sa mère et son petit frère. Tari la vit pour la première fois depuis sa place habituelle près de la fenêtre, une assiette de puff-puff à la main, riant avec un groupe de filles qu'il avait tout de suite adoptées. Son rire toucha le cœur de Tari avant même que sa beauté ne l'atteigne. Ce jour-là, quelque chose bougea en lui. Quelque chose de petit, mais de vivant. « Qui est-ce » demanda-t-il à sa mère ce soir-là pour la première fois depuis des mois. Mama Tari faillit laisser tomber sa cuillère. « Tu as parlé, Tari ?» Il détourna le regard, gêné. « C'est une nouvelle » dit-elle en cachant sa joie. « Elle s'appelle Zina, elle vient de Port Harcourt. Sa mère vend des tissus au marché. Son père est mort aussi, il y a quelques années. »« marmonna Tari, faisant semblant de ne pas s'y intéresser. Mais cette nuit-là, il rêva de son sourire. Le lendemain, Tari fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis 2 ans. Il sortit de chez lui. Les enfants du quartier s'arrêtèrent net au milieu de leur jeu en le voyant. « C'est Tari » murmura l'un d'eux. « Ah, il est malade !» Puis vinrent les rires. « Hé, c'est le prince bidon ! Tari le tank !» Tari se figea, l'ancienne honte remontant comme un poison dans sa gorge, mais alors, une voix douce fendit la foule. « Hé, laissez-le tranquille !» dit Zina. Tout le monde se retourna. Zina se tenait entre Tari et les moqueries, tel un bouclier de feu. « Vous trouvez ça drôle de se moquer de l'apparence des gens ?» demanda-t-elle, les yeux brillants de colère. Les garçons baissèrent les yeux. Elle se tourna vers Tari et lui sourit. « Salut, moi c'est Zina. Tu veux marcher avec moi ?» Tari cligna des yeux. Personne ne lui avait jamais demandé ça. Il hocha la tête. « Je suis Tari. »« Je sais, dit-elle.
Ta maman parle souvent de toi au marché. » Alors qu'il passait devant les enfants stupéfaits, Tari la regarda discrètement. « Pourquoi as-tu fait ça ?» Zina haussa les épaules. « Parce que tu avais l'air d'avoir besoin que quelqu'un marche à tes côtés. » Dès ce jour-là, ils devinrent inséparables. Ils marchaient ensemble sous les palmiers, s'asseyaient au bord de la rivière ou parlaient des étoiles en grignotant du maïs grillé. Zina racontait des histoires délirantes sur ses rêves de grandes villes et de célébrités. Tari riait de plus en plus, parfois la taquinait gentiment, l'appelant « Reine d'Oluma ». Mais dans son cœur, quelque chose fleurissait, quelque chose de plus profond que l'amitié. Une flamme, une dévotion, un amour qu'il ne comprenait pas encore. Zina lui donnait l'impression que le tonnerre en lui s'éveillait enfin. Et même s'il ne le savait pas encore, cet amour allait changer le cours de sa vie. Et Zina étaient devenues une scène familière à Oluma. Là où elle marchait, il la suivait, non par faiblesse, mais par admiration. C'était comme si sa lumière avait trouvé son ombre et lui avait offert de la compagnie. Il passait de longs après-midi sous l'arbre à Udala, à lancer des cailloux dans le ruisseau, partager des arachides grillés et des rêves. Mais le monde ne voyait pas les choses ainsi. « Il a de la chance », murmuraient les filles du village. « Comment un garçon comme lui a-t-il pu finir avec une fille comme elle ?» Tari les entendait parfois. Leur rire était tranchant, coupant sa poitrine comme une lame lente. Mais chaque fois qu'il regardait Zina et qu'elle lui rendait son sourire, toutes les insultes se dissipaient comme la brume du matin. Elle lui donnait le sentiment d'exister. Et pour Tari, c'était suffisant. Un soir chaud, alors qu'il se promenait sur le sentier étroit derrière les champs de manioc, Tari se tourna vers elle. « Zina », dit-il doucement. Elle ne répondit pas. Elle était occupée à cueillir une fleur de frangipanier et à la glisser derrière son oreille. Il répéta cette fois avec un peu plus de courage. « Zina ». Elle leva les yeux. « Tu penses parfois à l'avenir ?» Elle plissa les yeux. « Quelle drôle de question. » « Je veux dire, est-ce que tu crois qu'on marchera encore ensemble comme ça? Dans 10 ans ?» Elle éclata de rire. « 10 ans? Je peux à peine penser à la semaine prochaine. Mais si c'est le cas, j'espère qu'au moins tu auras appris à porter de meilleures sandales. » Il rit timidement. « Pourquoi tu me demandes ça ?» ajouta-t-elle, soudain curieuse. « Je ne sais pas. J'imagine que je n'ai pas envie que les choses changent. » Elle le regarda un instant. Puis, de manière inattendue, elle lui prit la main. « Elles n'ont pas à changer, dit-elle, à moins que ce ne soit toi qui changes. » Il observa leurs mains, les doigts entrelacés comme des racines sous la terre. « Je ne changerai pas, murmura-t-il. Mais même en prononçant ces mots, une partie de lui craignait de ne pas pouvoir tenir cette promesse, non pas parce qu'il changerait, mais parce que la vie, elle, le ferait sûrement. Mama Tari remarqua la joie naissante de son fils. Elle l'observait souvent à travers le rideau, souriant doucement en le voyant rire, vraiment rire, for the first time in years. Un soir, alors qu'elle le vit rentrer d'une longue promenade, elle l'appela dans la cuisine. « Mon fils !» dit-elle en posant un morceau de banane plantain frite encore chaud dans sa paume. « Cette fille, Zina, elle te rend heureux. » Il hocha la tête. « Mais le bonheur n'est pas toujours une preuve d'amour, parfois ce n'est qu'une ombre. » Tari fronça les sourcils. « Maman, pourquoi tu dis ça ?»« Parce que je suis ta mère, » répondit-elle, ses yeux devenus graves. « Et les mères observent. Cette fille marche à côté de toi, oui. Mais marche-t-elle vraiment avec toi ?» Il ne dit rien. Il ne comprenait pas encore la différence. Zina, elle, était passée maîtresse dans l'art de donner ce qui ressemblait à de l'affection, mais n'était souvent que de la commodité. Quand elle voulait de l'akara, Tari courait au marché. Quand elle avait besoin d'aide pour ses devoirs, il veillait toute la nuit pour les faire. Quand elle voulait de l'attention, elle savait exactement comment poser sa main sur son bras et prononcer son nom d'une voix douce qui faisait fondre ses genoux. « Tari !» susurrait-elle. « Tu es si gentille. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Et chaque fois, son cœur s'emballait. Il la croyait. Il en avait besoin. Mais elle ne lui demandait presque jamais quels étaient ses rêves. Elle remarquait rarement quand ses yeux semblaient fatigués ou quand ses mains étaient noircies de graisse après avoir aidé sa mère en cuisine. Elle aimait être admirée. Elle aimait être adorée.
mais elle n'offrait jamais autant en retour. Et pourtant, Tari l'aimait. Un jour, après une longue journée à l'école, Zina le trouva en train de réparer le vélo cassé d'un voisin. « Tari, je suis fatiguée », dit-elle en laissant tomber son sac dramatiquement. « Porte mes livres. » Il se leva, essuyant la sueur sur son front. « Zina, je suis... »« Oh, s'il te plaît, ne me dis pas que toi aussi tu es fatiguée, » dit-elle en levant les yeux au ciel. Sans protester, il prit ses livres. En marchant, elle commença à parler du nouveau garçon de la classe, dont le père conduisait une Toyota. « Tu devrais voir la voiture. Elle a même une radio qui parle en anglais, pas ton vieux poste qui grésille, » dit-elle en riant. Tari sourit faiblement. « J'aurai une voiture comme ça un jour. » Elle le regarda du coin de l'œil. « Je l'espère. Tu es un mec gentil, Tari. Mais la gentillesse, ce n'est pas assez dans cette vie. Une fille doit rêver grand, tu sais ?» Il hocha la tête. « Alors laisse-moi être ton rêve. » Un court instant, elle s'arrêta. Puis elle rit de nouveau. « Tu es drôle, Tari. C'est ce que j'aime chez toi. » Et c'était tout ce dont il avait besoin pour croire que, peut-être, juste peut-être, elle ressentait quelque chose de plus que de l'amitié. La vérité, c'est que Zina aimait qu'on l'admire. Tari était loyal, gentil, toujours là. Mais son cœur aspirait à plus de paillettes, plus de lumière, plus que ce qu'elle voyait en ce garçon tranquille, au large sourire et au corps un peu trop rond. Pourtant, elle le gardait près d'elle, parce qu'on a tous besoin d'un endroit doux où atterrir, surtout quand nos rêves ne se sont pas encore réalisés. Et ainsi, sous le ciel étoilé d'Oluma, avec les lucioles clignotant comme des vœux oubliés, le lien entre Tari et Zina se renforça. Mais tandis qu'il bâtissait un amour avec sa dévotion, elle construisait sa commodité avec son cœur. Aucun d'eux ne savait encore que les orages se formaient déjà au-delà de l'horizon. Mais pour l'instant, dans la chaleur du présent, ils marchaient, côte à côte. Et pour Tari devinrent des mois, et l'amour de Tari pour Zina ne cessa de grandir, plus profond, plus solide, comme des racines refusant de lâcher la terre, peu importe la tempête. Il portait son rire dans sa poitrine comme une chanson sacrée. Sa voix rythmait ses journées, ses yeux étaient la boussole de son cœur. Mais l'amour, quand il n'est pas réciproque, finit par laisser des bleus. Zina s'était habituée à la dévotion de Tari. Trop habituée. Ce n'était plus seulement ses livres qu'il portait, mais ses corvées, ses courses, ses fardeaux. Et il les portait tous avec joie, presque avec fierté. Quand sa mère avait besoin d'eau, c'était Tari qui courait avec 2 seaux, ruisselant de sueur, mais souriant. Quand son petit frère pleurait devant ses devoirs, c'était Tari qui restait des heures à lui murmurer les réponses. Quand ses chaussures se déchiraient, c'était Tari qui économisait ses petites pièces pour lui en acheter une nouvelle paire, offerte avec des mains tremblantes et un cœur espérant un sourire en retour. Et quand elle lui disait merci, même distraitement, c'était assez pour l'emplir d'une fierté naïve et douce. « Zina !» lui dit-il un soir, alors qu'il rentrait chez elle sous la lumière pourpre du crépuscule, « que veux-tu devenir? Tu sais, plus tard. » Elle haussa les épaules avec dédain. « L'épouse d'un homme riche. » Il cligna des yeux. « Non, je veux dire, toi, Zina, qui veux-tu être ?» Elle se tourna vers lui, balançant ses tresses. « Tari, j'ai assez frotté les sols dans ma vie. J'en ai assez d'essayer. Un jour, un homme beau et riche viendra me chercher. Je siroterai du jus dans une grande maison à Abuja ou même à Londres. » Il rit nerveusement. « Tu es déjà avec quelqu'un que t'aimes profondément. Ça ne compte pas ?» Elle sourit paresseusement. « Tu es gentil, Tari, mais l'amour ne paie pas les factures. » Il baissa les yeux, le cœur serré. « Mais je veux construire quelque chose pour nous. J'apprendrai un métier, je serai installé, j'ouvrirai un atelier. Ensuite, je t'épouserai. » « On verra bien, » dit-elle d'un ton plat, comme s'il venait de faire une blague. Tari ne voyait pas son indifférence. Il voyait un défi. Alors, avec du feu dans le cœur, il partit chercher un maître mécanicien, Baba Ojo, le meilleur réparateur de la région. Il le supplia de l'accepter comme apprenti. Baba Ojo le scruta et demanda « Tu peux porter un bloc moteur ?» Tari sourit. « Je peux porter le monde, monsieur. Enseignez-moi. » Il travailla comme un homme en mission. Les mains couvertes de graisse, de longues heures sous le soleil, coupures, brûlures, bleus, tout enduré avec un seul nom qui résonnait dans son âme. Zina.
Pendant ce temps, Zina s'inscrivit dans un petit salon de coiffure pour apprendre le métier, mais elle ne montra jamais le moindre intérêt. « Tari s'occupera de moi », disait-elle en riant avec les autres filles. « Je suis juste ici pour passer le temps. » Un jour, une des filles, Ada, la mit en garde. « Tu ferais mieux de bien traiter ce garçon. Il est gentil. 1 sur 1000. »« Gentil » ricana Zina. « Il est gros, pauvre et obsédé par moi. N'exagérons rien, ce n'est pas un trésor. » Ada la fixa. « Mais il est fidèle, il te traite comme une reine. »« Exactement, » répondit Zina avec fierté. « Et je n'ai pas encore fini d'être reine. » De son côté, Tari économisait chaque pièce. Parfois, il sautait le déjeuner juste pour pouvoir lui offrir un petit cadeau, une écharpe, un bracelet, un en-cas qu'elle aimait. Et chaque fois qu'elle disait « Oh », son cœur fondait. Sa mère remarqua. « Mon fils, » dit doucement Maman Tari un soir, en lui tendant une tasse de thé chaud, « est-ce qu'elle t'aime » Il hésita. « Elle est avec moi, maman. » « Ce n'est pas la même chose, dit-elle. Être avec quelqu'un n'est pas la même chose que le choisir. » Il ne répondit pas. Mais quelque chose vacilla dans ses yeux. Un dimanche après-midi, la famille de Zina avait besoin d'aide pour repeindre le salon. Tari annula son service à l'atelier et arriva avec un pinceau et 2 seaux de chaux. Pendant qu'il peignait, la chemise trempée de sueur, Zina était affalée sur une chaise, les jambes croisées, sirotant un Fanta orange. « N'oublie pas les coins, Tari, » dit-elle joyeusement. « Je n'oublie pas, » répondit-il essoufflé. Sa mère les observait en silence, son regard indéchiffrable. Le soir venu, Tari avait peint tout le salon, balayé la cour, cherché de l'eau et même aidé à préparer la soupe. Alors qu'il partait, épuisé, Zina lui fit une légère bise sur la joue. « Merci, superstar », dit-elle avec un clin d'œil. Ce petit geste suffisait à illuminer toute sa semaine. Il rentra chez lui, les épaules douloureuses, mais le cœur si léger qu'il souriait comme un homme qui venait de gagner à la loterie. Et ainsi, le schéma se répéta, jour après jour, semaine après semaine. Il donnait, elle recevait, il aimait, elle tolérait. Mais l'amour a cette capacité étrange d'aveugler même les cœurs les plus sages, surtout quand ils portent un sourire et murmurent votre nom avec douceur. Tari ne vit jamais les graines d'égoïsme qui poussaient dans le cœur de Zina. Il était trop occupé à arroser son espoir. Et Zina, le temps, elle était trop occupée à... Comme la rivière derrière les champs de manioc ne cessait de couler. Les mains de Tari devenaient plus fortes, ses épaules plus larges et son esprit plus résolu. Il n'était plus le garçon potelé et incertain qui se cachait derrière les rideaux. Sous la tutelle de Baba Ojo, il était devenu l'étoile montante de l'atelier, capable de diagnostiquer un problème mécanique rien qu'en écoutant la toux du moteur. Baba Ojo lui tapait souvent sur l'épaule en riant. « Celui-là, c'est de l'or. Si mes filles n'étaient pas déjà mariées, hein, je l'aurais gardé comme gendre aujourd'hui même. » Tari riait timidement, mais au fond de lui, son cœur ne murmurait qu'un seul nom. Zina. Elle restait le centre de son univers, sa raison, sa récompense, son étoile brillante. Même après 3 ans d'apprentissage, il lui apportait encore le déjeuner tous les jours, emballé dans du papier journal, toujours chaud de tendresse. Igname frite, plantain bouilli, parfois du moi-moi. Encore de l'igname, disait-elle d'un ton plat. Je croyais que tu aimais ça, répondait-il en posant l'assiette sur ses genoux. Avant, oui, murmurait-elle. Mais bon, merci. Puis elle défilait sur son téléphone tandis qu'il restait assis à côté d'elle, attendant un sourire qui venait rarement. Zina, de son côté, faisait parler d'elle dans tout le village, non pas pour ses compétences, mais pour sa beauté. Ses cheveux étaient toujours tressés selon la dernière mode, ses ongles toujours peints en rouge. Mais les ciseaux dans ses mains restaient souvent immobiles, et sa patronne commençait à perdre patience. « Cette fille, » disait un jour sa maîtresse en secouant la tête, « elle rêve toujours de Lagos et d'hommes riches. Qui va épouser une femme qui ne sait même pas faire une tresse simple ?» Pourtant, Zina avait un plan, ou du moins, elle le croyait. Un après-midi, sa meilleure amie Lami la tira à l'écart. « Zina, » dit l'ami en baissant la voix, « tu devrais vraiment faire attention à la façon dont tu traites Tari. » Zina leva les yeux au ciel. « Pas toi aussi. » « Je suis sérieuse. C'est un bon gars. Fidèle. Gentil. On ne trouve pas ça tous les jours. » Zina ricana. «
La fidélité ne m'achètera pas une maison à Lekki. Tu as vu Tari? Il est bâti comme un sac de riz et il n'est qu'un apprenti. S'il te plaît, l'ami. Mais il t'adore. Et alors? Répliqua-t-elle sèchement. Je ne lui ai rien demandé. C'est lui qui en fait trop. L'ami détourna le regard. Un jour, tu pourrais le regretter. Zina rit, lançant ses tresses en arrière. Que ce jour vienne. Pour l'instant, je profite de la nourriture gratuite et de la dévotion gratuite. De retour à l'atelier, le maître de Tari le fit asseoir un soir, après le travail. « Tari, commença Baba Ojo, le visage grave, l'année prochaine, je vais t'installer. Tu auras tes outils, un petit local pour commencer, et de l'argent pour ouvrir ton propre atelier. » Les yeux de Tari s'écarquillèrent. « Vraiment, Baba ? Je ne sais pas quoi dire. Merci, monsieur. » « Merci. » Baba Ojo sourit. « Tu le mérites, garçon. Tu as travaillé comme 10 hommes. » Ce soir-là, Tari rentra chez lui en courant, le cœur battant de joie. Il entra en trompe dans le petit salon où sa mère épluchait des graines d'aigusi. « Maman, Baba Ojo dit qu'il m'installe l'année prochaine. » Elle leva les yeux, les larmes montant aussitôt. « Oh, mon fils, tu m'as rendu fier. » Il tomba à genoux devant elle. « Je veux commencer à planifier, maman. Je veux épouser Zina après l'ouverture de mon atelier. » Elle se raidit. Tari, il leva les yeux rayonnants. « Elle est là pour moi depuis l'enfance. Je veux tout lui offrir. » Tari, je sais que tu l'aimes, mais l'amour doit être réciproque, pas épuisé. Il fronça les sourcils. « Maman, tu ne la comprends pas comme moi. » Les yeux de Mama Tari s'assombrirent. « Je comprends les femmes. J'en suis une bien avant d'être ta mère. Et je vois des choses que ton cœur refuse de voir. » Mais Tari ne voulait rien entendre. Le lendemain, il annonça la bonne nouvelle à Zina. « Je serai installé l'année prochaine, » dit-il, les yeux brillants. « Mon propre atelier. Enfin, Zina, c'est le moment. Après l'ouverture, marions-nous. » Zina cligna des yeux. « Marié? Genre, un vrai mariage? »« Oui, » dit-il en souriant. « Je veux construire une vie avec toi. » Elle rit maladroitement. « Tari, calme-toi. Tu n'as même pas encore l'atelier. Et puis j'ai encore des choses que je veux faire. Je ne suis pas prête à devenir la femme de quelqu'un et à cuisiner tous les jours. » Il tenta de cacher sa douleur. « Mais tu avais dit? »« Je n'ai rien promis, » répondit-elle froidement. « Écoute, tu es gentil et j'apprécie. Mais détends-toi. » Il ravala ses mots et força un sourire. « D'accord, peut-être dans 1 an ou 2. » Elle hocha la tête distraitement, déjà absorbée par son téléphone. Les mois passèrent. Tari poursuivait ses préparatifs. Il commença à rassembler ses outils, à estimer le prix d'un terrain, à dessiner des logos pour son atelier. Tout cela en pensant à Zina. Elle, pendant ce temps, attira l'attention de plusieurs jeunes hommes du village, en particulier Dayo, le fils d'un commerçant qui conduisait une Toyota d'occasion et portait des chaînes en or. « Zina, tu es trop belle pour suivre un mécanicien, » lui disait Dayo avec un sourire rusé. « Viens. Laisse-moi te montrer la vie citadine. » Elle flirta un peu, juste assez pour se sentir désirée, mais revenait toujours vers Tari, parce qu'il était sûr, prévisible et toujours là. Il était son compte épargne émotionnel. Mais l'amour n'est pas l'amour quand il est à sens unique. Et les graines de trahison, une fois plantées, ne meurent jamais en silence. Tari, aveuglée par l'espoir, continuait de bâtir l'avenir. Zina, aveugle à ce qu'elle avait, continuait de chercher ailleurs. La distance entre leurs cœurs grandissait, même si leurs mains restaient liées. Et quelque part, au-delà des collines d'Oluma, le destin commençait à s'agiter. L'épreuve de l'amour approchait, et aucun vent qui soufflait sur Oluma avait changé de ton. Il n'était plus joueur et léger, mais chargé d'un silence épais qui semblait murmurer des avertissements. Même les palmiers se penchaient davantage, comme s'ils pressentaient eux aussi ce qui s'en venait. Tari était à quelques mois de son installation. Ses doigts étaient devenus calleux, ses bras plus robustes et sa volonté plus solide encore. Chaque outil qu'il achetait, chaque boulon qu'il serrait, il le faisait avec le nom de Zina, discrètement brodé dans ses pensées. Il ne ressemblait plus au garçon caché derrière les rideaux. Il devenait un homme. Et son cœur, encore attaché aux rêves de l'enfance, voulait enfin commencer son toujours avec elle. Un samedi après-midi, sous le manguier qui avait été leur lieu de rendez-vous depuis l'âge de 15 ans, Tari prit une grande inspiration et glissa la main dans sa poche. Il sortit une petite boîte en velours.
qu'il avait supplié un marchand de lui vendre à moitié prix. À l'intérieur se trouvait une simple bague plaquée or. « Zina, dit-il, la voix tremblante comme une corde trop tendue, j'attendais ce moment depuis longtemps. » Elle leva un sourcil, mâchant un bâton de canne à sucre. « Quel moment ?» Il se mit à genoux. Sa bouche s'entr'ouvrit légèrement, partagée entre la confusion et l'incrédulité. « Je veux t'épouser, » dit-il, les yeux plongés dans les siens. « Je t'aime depuis ton tout premier sourire. J'ai travaillé, économisé, préparé pour toi. S'il te plaît, sois ma femme. » Un silence s'installa. Le vent s'arrêta. Même les feuilles cessèrent de bruire. Zina regarda lentement autour d'elle, comme pour vérifier si quelqu'un les observait. Puis elle esquissa un petit sourire en coin. « Je t'aime bien, Tari. Tu es gentille, » dit-elle en se relevant. « Mais le mariage? Tu n'as même pas encore d'atelier. »« Je l'aurai, » répondit-il aussitôt. « Baba Ojo m'installe le mois prochain. Avec ce qu'il me donne, j'ouvrirai mon atelier et nous organiserons le mariage. Tu n'auras plus jamais à lutter. » Elle rit nerveusement. « Tu es sérieux ?» Il se leva, le cœur battant. Plus que jamais. Zina jeta un regard à la bague. Elle brillait sous le soleil déclinant. L'idée de l'argent aussi. « D'accord, » dit-elle en haussant les épaules. « Faisons-le, mais promets-moi une chose. Tout ce que tu veux. Quand l'argent arrivera, je t'aiderai à le gérer. Tu sais comment sont les hommes avec l'argent. Tu vas tout gaspiller en outils et en bancs. Laisse-moi le garder. Je le protégerai pour nous. » Tari hésita, puis il hocha la tête, soulagé, un sourire pur sur les lèvres. « Oui, bien sûr. Tu vas être ma femme. » Quand il l'annonça à Mama Tari, son visage devint livide. « Tu as fait quoi ?»« Elle a dit oui, maman, » dit-il, tout joyeux. « Elle va m'épouser après mon installation. » Mama Tari serra fort son pagne. « Mon fils, tu es sûr ?» Elle ne dit pas juste oui à cause de l'argent. Le sourire de Tari s'effaça légèrement. « Pourquoi tu doutes toujours d'elle ?»« Parce que je suis une femme et que je l'observe depuis des années. Elle ne t'a jamais aimé, Tari. Tu aimes pour deux, mais ça ne dure jamais. » Il se détourna, la colère montant. « Tu ne la connais pas. Tu ne sais pas ce qu'on a vécu. » Mama Tari murmura. « Et toi non plus. » Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Zina partageait déjà la nouvelle avec un autre. Ken, un policier grand et beau parleur, fraîchement arrivé à Oluma pour une mission temporaire. Il incarnait tout ce que Zina imaginait dans ses rêves éveillés. Sûr de lui, séduisant, avec la ville dans la bouche et du parfum dans le col. « Tu es fiancé ?» demanda Ken en riant, tout en sirotant sa boisson. « Détends-toi, » répondit Zina avec un sourire en coin. « À un mécanicien. » Ken se pencha. « Alors pourquoi es-tu ici avec moi ?»« Parce que je sais ce que je veux, dit-elle. Et je sais qui peut me l'offrir. » Les yeux de Ken brillèrent. « Et si je te demandais de m'épouser, moi ?» Elle haussa les sourcils. « Tu es sérieux ?»« Aussi sérieux que mon arme à la ceinture. » Ils éclatèrent de rire. De retour à l'atelier, Tari rayonnait. Baba Ojo l'avait confirmé, il allait être installé avec 7 millions de Nera, des outils et une lettre de recommandation. Son avenir lui ouvrait enfin les bras. « Je pars pour Enugu pendant une semaine », lui annonça Baba Ojo. « À mon retour, je te remets tout. » Tari acquiesça. « Merci, monsieur. » Aussitôt rentré chez lui, il courut chez Zina, manquant de trébucher sur une chèvre dans la rue. « Je reçois l'argent cette semaine, » dit-il essoufflé. « Je te le donnerai avant mon départ. Garde-le, protège-le. Quand je reviendrai, on commence les préparatifs du mariage. » Les yeux de Zina s'illuminèrent, mais pas d'amour. « De convoitise ?»« 7 millions, murmura-t-elle, c'est énorme. C'est tout ce pourquoi j'ai travaillé, tout ce que j'ai épargné. Pour nous. » Elle s'approcha lentement, posa sa main sur sa poitrine et murmura. « Tu me fais autant confiance ?» « Comme à la vie elle-même, répondit-il, et il embrassa son front. 2 jours plus tard, il lui remit un petit sac solidement emballé avec des élastiques, rempli de liasses neuves. Elle le serra dans ses bras, mais son cœur était déjà ailleurs. La veille de son départ, sa mère entra dans sa chambre. « Tari, dit-elle en s'asseyant à ses côtés, si elle part avec cet argent, que feras-tu » Il sourit doucement. « Elle ne partira pas. Et si elle le fait ?» Il marqua une pause. « Alors, je survivrai quand même, mais je crois en elle. »
Mama Tari détourna les yeux. La foi n'est pas l'amour, mon fils. Et la confiance se mérite. Elle ne se donne pas comme un sac d'argent. Il resta silencieux pendant longtemps. Le lendemain matin, il partit pour Enugu. Zina ne lui fit aucun signe de revoir. Quand Tari revint une semaine plus tard, la maison était vide. Zina était partie. L'argent aussi, et son rêve. Il se tenait au milieu du salon de sa mère à elle, figé. La mère de Zina ne pouvait même pas le regarder dans les yeux. Elle a épousé quelqu'un d'autre, murmura-t-elle. Partie à Lagos avec lui, il y a 2 jours. Tari tomba à genoux. La bague était quand la douleur entre dans l'âme par la porte de la trahison, elle ne frappe pas. Elle fait irruption, met tout à feu et à sang, puis s'installe en riant dans les cendres. Tari resta figé dans la cour vide de Zina, incapable de respirer. Sa poitrine se soulevait et retombait, mais l'air ne semblait plus atteindre ses poumons. La femme qu'il avait aimée d'un cœur plus fidèle que l'aube avait emporté sa confiance, son avenir, ses rêves, et avait disparu. Avec un autre homme. Avec son argent. Cet argent qu'il avait mis 7 années à gagner. Ses mains tremblaient alors qu'il sortait de la maison. Il entendit un voisin murmurer « C'est lui, le garçon qu'elle a laissé. » Une autre voix. « Le pauvre, il lui a tout donné. » Il courut, sans savoir où. Ses jambes allaient plus vite que ses pensées, sa vision devenait floue. Il passa les étals du marché, franchit le vieux pont de bois, jusqu'au ruisseau où ils avaient un jour gravé leur prénom dans l'écorce d'un arbre. Tari s'effondra à genoux au bord de l'eau. Et il hurla. Un cri qui ne quitte pas la gorge, qui jaillit de l'estomac comme une bête sauvage et blessée. Un cri qui fit s'envoler les oiseaux dans la forêt. À la maison, Mama Tari pleurait en silence. Elle l'avait prévenu, elle avait vu la tempête. Mais aucune mère n'est jamais vraiment prête à voir son fils s'effondrer. Les jours passèrent. Tari ne mangeait plus, il ne parlait presque pas. Il fixait les murs avec le silence d'un homme qui n'avait pas seulement perdu l'amour, mais une partie de lui-même. Puis un matin, un coup à la porte, doucement, délicatement. La porte grinça et Nora entra. Elle avait été l'amie discrète de Zina au lycée. Tandis que Zina brillait, Nora observait. Tandis que Zina prenait, Nora donnait. Elle avait toujours remarqué Tari, même quand lui ne la voyait pas. Nora avait toujours vu l'âme derrière les yeux. « Tari », dit-elle doucement, posant un bol de soupe poivrée sur le tabouret à côté de lui. Il ne bougea pas. Elle s'assit. « Tu n'as pas besoin de parler. Je veux juste que tu manges. » Il se tourna vers elle, les yeux rouges. « Pourquoi tu es là ?»« Parce que tu comptes. » Une larme roula sur sa joue. « Je lui ai tout donné, murmura-t-il. Et elle a tout pris. Elle a épousé un autre, Nora. Elle m'a laissé sans rien. Il te reste ton souffle, dit Nora avec douceur. Et tant que tu respires, tu as encore quelque chose. Il la regarda alors vraiment regarder pour la première fois, non plus comme l'amie de Zina, ni comme un visage parmi d'autres, mais comme une femme assise en face de lui, avec des yeux remplis de bonté et de force. Les semaines suivantes, Nora revint souvent. Elle ne le plaignait jamais. Elle ne le pressait jamais. Parfois, il restait en silence. Parfois, elle lui racontait des histoires du marché. Parfois, elle lui laissait des livres à lire. Peu à peu, l'air autour de Tari changea. Il retourna à l'atelier de Baba Ojo et le supplia de le reprendre, sans salaire, sans orgueil. Baba Ojo accepta, les larmes brillant dans ses vieux yeux. « Tu es plus fort que l'acier, mon fils », dit-il en lui tapant dans le dos. Tari recommença à travailler, plus dur encore. Chaque tour de clé, chaque moteur réparé, il ne le faisait plus pour impressionner une femme ou prouver quelque chose, mais pour se reconstruire, morceau par morceau. Nora était là, silencieuse, à l'encourager. Au début, les villageois murmuraient. « Tu te rends compte qu'il est retourné bosser ?» Après tout ça? Mais bientôt, les murmures changèrent. « Tu as vu Tari dernièrement? Il rayonne, oh. C'est pas Nora qui est toujours à ses côtés maintenant ?» Nora et Tari devinrent inséparables, mais autrement. Pas de romance criarde, pas de grands gestes. Juste la présence, la loyauté, le soin. Un soir, alors qu'il rentrait après avoir récupéré des pièces de moteur, Nora le regarda. « Tu l'aimes encore ?» Il s'arrêta. Il réfléchit longtemps. « Je ne sais plus ce que je ressens, dit-il enfin. Mais je sais ce que je ne ressens plus. Je ne me sens plus vide quand je suis avec toi. » Elle sourit. « Alors que ce soit suffisant, pour l'instant. » Les mois passèrent, devinrent une année.
Avec l'encouragement de Nora, Tari obtint un petit prêt de son oncle, un homme strict mais bienveillant qui croyait aux secondes chances. Grâce à cela, Tari ouvrit son propre atelier de mécanique. Modeste mais propre, peint en bleu avec des lettres blanches. Tari Tech Motors. Nora ouvrit un petit salon juste à côté. Ils travaillaient côte à côte, riaient côte à côte, guérissaient côte à côte. Puis, une nuit étoilée, sous le même manguier où les rêves étaient autrefois morts, Tari s'agenouilla à nouveau. Cette fois, pas de boîte en velours, juste une fine bague en or achetée avec l'argent de sa toute première réparation réussie. « Nora, dit-il, les yeux brillants, tu es entrée dans ma vie quand je n'étais qu'une ombre brisée. Tu es restée. Tu ne m'as pas réparé. Tu m'as rappelé que j'étais déjà entier. Je n'ai pas 7 millions, mais j'ai l'amour. Veux-tu m'épouser ?» Nora ne pleura pas. Elle sourit. Et elle dit « Je croyais que tu ne demanderais jamais. » Ils se marièrent lors d'une simple cérémonie sous le soleil du matin. Tout le village vint pas pour bavarder, mais pour célébrer. Tari et Nora. L'histoire qui avait commencé par une trahison, mais qui avait fleuri en beauté. Des ruines d'un amour, un autre était né, plus fort, plus calme, plus vrai. Et même si le passé rôdait encore dans sa mémoire, Tari avait enfin trouvé quelque chose de plus précieux que l'or. Les années passèrent sur Oluma comme des vagues douces, lissant les cicatrices, polissant ce qui autrefois semblait en ruine. Tari et Nora fleurirent ensemble. Leur atelier et leur salon, deux modestes commerces côte à côte, étaient devenus le cœur battant du village. Des rires s'échappaient toujours de leurs fenêtres. La musique flottait les samedis, et l'odeur du savon frais et de la graisse mécanique devenait un parfum familier de progrès. Tari avait fait plus que survivre. Il s'était élevé. Le garçon jadis moqué pour son poids et sa timidité était devenu un homme que l'on venait consulter pour sa sagesse. Ses mains, autrefois tremblantes de chagrin, réparaient maintenant les voitures et portaient ses filles jumeaux, Tobor et Tega, sur ses épaules dans les allées du marché. Il avait trouvé le succès. Il avait trouvé l'amour. Mais surtout, il s'était trouvé lui-même. Un soir, après une longue journée de travail, il s'assit dehors devant leur maison, aux côtés de Nora. Les enfants jouaient à l'intérieur, se poursuivant avec des épées en bois. Les lucioles brillaient comme des étoiles éparpillées. « Tu sais, » dit-il en se penchant vers sa femme, « parfois je pense encore à elle. » Nora tourna légèrement la tête. « Zina ?» Il acquiesça. Pas avec amertume, juste comme une vieille blessure qu'on regarde et dont on se rappelle la douleur. Nora lui prit la main. C'est bien de se souvenir pour ne jamais oublier le chemin parcouru. Il embrassa ses doigts. « Tu m'as sauvé. »« Non, sourit-elle. Je t'ai juste tenu la main pendant que tu grimpais. » À ce moment-là, le téléphone de Tari sonna. C'était le commissaire de police local. « Monsieur Tari, » dit la voix, « vous avez demandé de la sécurité pour vos nouveaux locaux à Lagos. Nous avons assigné un jeune agent qui commencera demain. Il s'appelle Ken Edewo. Il vient avec de très bonnes recommandations. » Le cœur de Tari rata un battement. Ce nom, il résonna comme un tambour dans sa poitrine. Ken. Se pouvait-il que ce soit? Le lendemain, l'agent Ken arriva. Tari se tenait à la porte de son atelier, observant un homme grand, bien bâti, descendre d'un véhicule de patrouille. Sa posture était assurée. Sa poignée de main ferme. « Bonjour, monsieur, » dit Ken. « Agent Ken Edewo, à votre service. » Tari hocha la tête. « Bienvenue, agent. Vous êtes là pour protéger mon entreprise et ma famille. »« Oui, monsieur. Vous pouvez compter sur moi ?» Tari sourit légèrement. « J'en suis sûr. » Plus tard dans la soirée, alors que Ken montait la garde, Nora sortit du salon avec un plateau repas. Elle s'approcha de lui avec sa grâce tranquille habituelle. « Bonsoir, agent Ken. » Il se retourna, surpris. « Bonsoir, madame. » Elle lui tendit le plateau. « Plantain et ragoût. Mon mari dit que vous travaillez dur. » Ah, il s'interrompit, la regarda plus attentivement. Quelque chose remua dans sa mémoire. « Attendez, je vous connais ?» Nora sourit. « Peut-être. Connaissez-vous une femme nommée Zina ?» Son visage changea. « Oui, c'est ma femme. » Les yeux de Nora brillèrent comme une lanterne devant une vérité nue. Elle vivait autrefois à Oluma. Ken cligna des yeux. « Vous êtes d'Oluma ?» Elle se retourna et désigna Tari qui s'approchait lentement. La bouche de Ken s'ouvrit. « Attendez, non. C'est Tari ?»
Tari s'arrêta devant lui, les mains dans les poches, calme et sûr de lui. « Oui, le même Tari dont ta femme a volé la confiance, et les économies de toute une vie. » Ken déglutit difficilement. « Je ne savais pas. Elle ne m'a jamais dit d'où venait l'argent. »« Et pourtant, vous l'avez utilisé pour commencer une nouvelle vie, » dit Tari, la voix posée. « Une maison, un départ, bâti sur les cendres de ma foi. » Ken baissa les yeux, la honte montant sur son visage. « Je ne savais pas, » répéta-t-il doucement. « Je te crois, » répondit Tari. « Mais ça ne change pas la vérité. » Nora s'interposa. « Où est-elle maintenant ?» Ken regarda le sol. « À la maison, toujours en difficulté. Elle n'arrive pas à garder un travail. Elle a essayé d'ouvrir un salon, mais elle n'a jamais vraiment appris. Elle est agitée, amère. Elle regrette la vie qu'elle pensait avoir. » Tari échangea un regard avec Nora. Dans leurs yeux, aucun désir de vengeance. Seulement, une décision. 2 jours plus tard, ils envoyèrent un message par Ken. Proposer à Zina un travail, comme femme de ménage. Salaire 250 000 Nera. 1 semaine plus tard, Zina arriva à la maison, son visage autrefois éclatant désormais fatigué, ses mains hésitantes. Elle entra dans la cour, les yeux fuyants comme une biche traquée. Puis son regard croisa celui de la femme sur le seuil. Nora. Et juste à côté, les bras croisés. Tari. Zina poussa un souffle de stupeur. « Toi !» Tari leva un sourcil. « Bienvenue !» Elle tomba à genoux. « Tari, je t'en supplie. Je ne savais pas. Je croyais choisir une vie meilleure. »« Tu as choisi toi-même, » dit Nora calmement. « Et aujourd'hui, tu es revenu au point de départ. » Zina baissa la tête. « Je suis désolé. »« Désolé ne rend pas 7 millions, » dit Tari. « Mais tu rembourseras par le travail honnête et la sueur. » Ainsi, Zina commença à travailler dans la maison qu'elle aurait pu appeler sienne. Elle lava les sols que Tari possédait désormais. Elle nettoya les toilettes de la femme qu'il aimait. Chaque jour était un miroir, un rappel. Un soir, en lavant les assiettes, elle s'arrêta, les mains tremblantes. Elle murmura pour elle « Tout cela aurait pu être à moi. » Elle regarda par la fenêtre Tari jouer avec ses fils pendant que Nora souriait sur le perron. Et pour la première fois de sa vie, Zina pleura. Non parce qu'elle était fauchée, mais parce qu'elle était vraiment vide. Elle avait troqué l'or contre des paillettes. Et l'éclat s'était éteint. Zina se levait avant l'aube chaque jour, balayant, nettoyant, pliant les draps, lavant les mêmes sols qu'elle avait autrefois jugés trop humbles pour ses pas. La maison résonnait des rires d'enfants qu'elle aurait pu appeler les siens, et de la voix de l'homme qu'elle aurait pu épouser, mais qu'elle avait laissé. Chaque son était comme un battement de tambour du regret. Elle avançait comme un fantôme à travers ses tâches, le cœur plus lourd que n'importe quelle serpillière qu'elle tenait. Et pourtant, Nora ne se moquait jamais. Tari ne jubilait jamais. Ils étaient polis, distants et d'une grâce presque effrayante. Cette grâce blessait plus que n'importe quelle cruauté. Un soir, alors que Zina époussetait l'étagère du salon, elle surprit une conversation entre Tari et Nora sur la véranda. « Elle a changé », dit Nora, la voix douce mais ferme. « Ou bien c'est la vie qui l'a changé », répondit Tari. « Mais c'est arrivé trop tard. » Nora jeta un regard vers la porte du salon. « Tu ressens encore quelque chose pour elle ?» Il y eut un silence. Tari soupira. « Oui. » Nora leva les yeux, surprise. « J'ai de la peine pour elle, » dit-il. « Mais ce n'est pas de l'amour. C'est un souvenir. Et les souvenirs ne tiennent pas chaud la nuit. » Nora sourit, tendit la main et la posa dans la sienne. « Tu sais ce qui me réchauffe ?» dit-elle, les yeux brillants de malice. « Quoi ?» « Le son de nos garçons qui se disputent pour savoir lequel aime le plus leur papa, » dit-elle en riant. Tari sourit à son tour. « Toi aussi ?» Ils rirent ensemble, tendrement, profondément. Zina ferma les yeux. Elle pouvait encore entendre leur joie depuis l'intérieur, là où seuls les échos lui parvenaient. Elle sortit dans la cour arrière, s'assit près du seau à linge et pour la première fois murmura une prière. Non pas pour la richesse ni pour fuir, mais pour la paix. « J'ai gâché ma vie, » dit-elle à voix haute, les yeux levés vers le ciel. « Mais peut-être que je peux encore faire une bonne chose. » Ce qui suivit fut inattendu. Ni Nora, ni même Tari ne s'y attendaient. Un samedi matin, Zina entra dans la cuisine où Nora préparait le petit déjeuner. « Madame Nora ?» dit-elle doucement. « Je peux vous parler ?» Nora leva les yeux sur ses gardes.
Je sais que je n'ai aucun droit de demander quoi que ce soit, commença Zina. Mais je veux partir. Pas par colère, mais parce que je comprends enfin. Je veux recommencer. Gagner ma vie, honnêtement. Même si c'est modeste. Nora la regarda attentivement. Et, ajouta Zina, je veux rendre l'argent que j'ai pris. Petit à petit. Cela prendra des années, mais je travaillerai pour ça. Nora ne dit rien. Elle observa Zina, vraiment. L'éclat dans ses yeux avait disparu. Ses épaules, autrefois pleines de fierté, s'étaient courbées d'humilité. « Tu devrais lui dire toi-même, dit enfin Nora. Si ton cœur est sincère, laisse-le entendre. » Ce soir-là, Zina se tint devant Tari, près du banc du jardin. « Je t'ai blessé, dit-elle simplement. Et je suis désolée. Je pensais que l'amour, c'était des bagues en or, du parfum et des voitures brillantes. Je ne savais pas qu'il pouvait être fait de mains abîmées, de graisse de moteur et de présence chaque jour. J'étais aveugle, Tari, et j'ai tout perdu. » Il la regarda, les yeux indéchiffrables. Elle avala sa salive. « Je partirai demain. Mais je voulais que tu saches, ce que tu m'as donné n'avait pas de prix. Même si je ne l'ai jamais mérité. » La voix de Tari fut douce. « Tu le méritais. Tu ne l'as juste pas reconnu. » Elle hocha la tête, retenant ses larmes. « Je travaillerai. Je rembourserai cet argent. » Tari se leva. « Garde-le. » Ses yeux s'écarquillèrent. Il ajouta que cet argent soit la graine de ta nouvelle vie. Promets-moi seulement de ne plus jamais briser un cœur, pas même le tien. Zina tomba à genoux, pleurant doucement. « Merci, murmura-t-elle. » Le lendemain matin, elle était partie, laissant derrière elle une lettre et une boîte de linge soigneusement pliée. Pas de scène, pas de drame, juste un départ silencieux. Les années passèrent. Les noms de Tari et Nora devinrent des légendes, non pas pour leur richesse, mais pour leur façon de vivre. Ils ouvrirent une fondation pour former des apprentis et enseigner des compétences professionnelles aux jeunes filles. Ils l'appelèrent « l'initiative du cœur vrai ». Des gens venus de partout affluaient, non seulement pour apprendre un métier, mais pour apprendre à vivre avec intégrité. Un jour, une lettre arriva par la poste. Elle venait de Zina. Elle dirigeait désormais une petite entreprise de nettoyage à Benin City, embauchant des mères célibataires et aidant les jeunes filles à éviter la rue. Elle avait écrit « Tu ne te souviens peut-être pas de la femme de ménage qui t'a un jour volé tes rêves. Mais moi, je me souviens de l'homme qui m'a appris ce qu'est vraiment l'amour, en me montrant ce qu'il n'est pas. Merci de m'avoir sauvé, même quand je ne le méritais pas. » Nora encadra la lettre et l'accrocha à l'entrée de leur fondation. « Voilà, dit-elle, ce que le pardon peut accomplir. » Tari sourit. Ils se tenaient là, main dans la main, tandis que le soleil doré baignait tout ce qu'ils avaient construit. Brique après brique, blessure après blessure, grâce après grâce. Et ainsi, le garçon aux yeux silencieux était devenu l'homme aux legs le plus puissant. Non pas en criant, mais en aimant vraiment. En se relevant, en choisissant le cœur qui restait.